Chers amis, bonsoir. Nous reprenons le cours de nos réflexions et je suis heureux d'accueillir pour la troisième fois Benjamin Morel, qui nous avait parlé des régions, du régionalisme ethnicisant, de la réforme de la Constitution à une époque encore calme sur le plan de la vie parlementaire et qui, à l'époque, préparait une histoire du Parlement qui est arrivé à point nommé, puisqu'il est arrivé en même temps que la dissolution et ses conséquences, dont nous allons sans doute un petit peu parler, après avoir envisagé l'histoire du Parlement sur une longue période. Cher Benjamin, vous avez la parole. Alors merci beaucoup, merci cher Bertrand, puis merci à tous à la fois de votre accueil et puis de votre patience, parce que j'ai conscience d'avoir été un tantinet en retard et vous avez le droit de m'en vouloir et potentiellement de faire sonner votre téléphone, bref, de me perturber et de tenter de me déstabiliser durant cette présentation. Ravi de revenir vous parler pour un livre qui est un livre qui me tenait beaucoup à cœur, tout bêtement parce que j'ai fait ma thèse sur le Sénat, j'ai développé une forme de syndrome de Stockholm vis-à-vis de cette institution que je continue à cultiver de manière totalement assidue. Et en même temps, je souhaitais, à la suite de ma thèse, un peu élargir la réflexion. Mon éditeur m'a donné une bonne occasion, étant donné qu'il m'a demandé d'écrire une histoire du Parlement. Ce qui est tout sauf évident, il y a une histoire du Parlement qui est parue en 2007 sous la direction de Jean Garrigue, qui est très très bonne. C'était la première, à ma connaissance, et c'est un livre collectif. Donc comme c'est un livre collectif, il y a des lectures très différentes, des parties plutôt sociologie, politique, électorale, des parties plus droit constitutionnel, et donc un livre intéressant, mais avec une unité qui n'est pas de fait de par un livre collectif. Et c'est vrai que peut-être manquer des choses, mais j'avais trouvé encore aucune histoire du Parlement faite à une seule main. Et c'est assez important de pouvoir justement embrasser relativement largement l'histoire d'une institution sur le temps long et de la part d'un seul auteur, je pense, tout bêtement parce que ça permet de voir à la fois la continuité et en même temps les évolutions. Et ces évolutions, elles sont fondamentales, elles sont profondes et elles disent beaucoup de la manière dont on conçoit, dont on peut envisager cette institution parlementaire qu'on a l'impression de connaître bien, ou en tout cas qu'on a l'impression de voir se développer à travers l'histoire, que nous-mêmes, en tant qu'enseignants en droit constit, on présente dans ces différentes moutures. Alors, vous avez l'Assemblée nationale constituante, et puis ensuite on passe à la Convention, puis ensuite ça devient la Chambre des députés, puis etc., etc., avec des personnalités qui changent, mais avec une sorte de marche en avant et une sorte de fil linéaire. Ce fil linéaire, il existe. Il y a des ruptures en termes de régime, mais les ruptures en termes de régime ne sont peut-être pas les plus importantes, ou en tout cas ne sont peut-être pas les plus signifiantes concernant ces assemblées. Dans la présentation que je vais vous faire, je ne vais pas vous faire un cours de droit constitutionnel parlementaire, on ne va pas passer du pouvoir de l'Assemblée à l'époque de la Révolution à celui de l'Assemblée sous la Restauration, etc. J'aimerais me concentrer beaucoup plus sur à la fois les principes de continuité et les principes de rupture. Parce qu'il y a des ruptures et il y a des continuités qui nous mènent jusqu'à aujourd'hui, ce qui permet ensuite de comprendre, de saisir peut-être où on en est et de réfléchir, mais ça, je pense qu'on y viendra aussi un peu dans les questions, parce qu'on vit une période évidemment particulière et intéressante, particulièrement intéressante, parfois particulièrement inquiétante, du point de vue de notre histoire parlementaire. Il y a en effet une construction du Parlement qui est une construction du Parlement progressive, par couche. Quand on s'intéresse, et c'est quelque chose que j'avais fait notamment dans le cadre de ma thèse, comment est-ce que je définis, comment est-ce que je construis l'histoire du Sénat? C'est pas facile, parce qu'en fait, le Sénat, c'est une institution qui est une institution qui a beaucoup changé. La Chambre des pairs, nommée par le roi, n'a pas grand-chose à voir dans ses méthodes de travail, dans son pouvoir, dans sa capacité d'agir, avec le Sénat conservateur de l'Empire, ou avec ensuite ce que sera le Sénat de la République. D'un côté, vous avez une chambre nommée, de l'autre, vous avez une chambre qui est une chambre élue,
dans des conditions particulières. Entre les deux, vous avez une chambre nommée, mais qui a des pouvoirs de contrôle constitutionnel. La Chambre des pairs a des pouvoirs législatifs, de même que le Sénat de la République, mais bicamérisme équilibré, etc. Donc, pourquoi est-ce que je parlerai d'une histoire du Sénat? Je prends le Sénat, vous avez compris, c'est ma marotte, donc syndrome de Stockholm, je vous fais le contexte. C'est pas évident. Quand on essaie de définir institutionnellement ce qu'a été le Sénat, il y a deux choses qu'on arrive à distinguer. La première chose, c'est le lieu. L'histoire des assemblées, et c'est très pragmatico-pragmatique, mais c'est l'histoire de lieux. Le palais du Luxembourg, le palais Bourbon, ça a du sens. D'ailleurs, quand De Gaulle envisage de déplacer l'Assemblée nationale près de Bercy aujourd'hui, les députés sont vent debout, parce qu'en fait, l'histoire du lieu est très signifiante de la position de l'institution et de son histoire. C'est pas la même chose de se tenir là où se sont tenus Clémenceau, Hugo, et de se tenir dans une très belle assemblée, très bien insonorisée, mais qui ne porte aucune histoire. Ces lieux-là, ils ont connu une évolution, une reconfiguration au fur et à mesure du temps. L'hémicycle, par exemple, c'est pas quelque chose de tout à fait naturel. Pourquoi est-ce qu'on débattrait dans le cadre d'un hémicycle? C'est pas le cas en Grande-Bretagne, le parlementarisme français, si on essaye de le placer un petit peu dans une histoire du parlementarisme, innove d'une certaine façon, parce que le seul parlement qu'on connaît au sens moderne du terme au moment de la Révolution, c'est le Parlement britannique. Et pour ceux qui voient à peu près à quoi ressemble le Parlement britannique, vous avez d'un côté l'opposition à Sa Majesté, au gouvernement de Sa Majesté, et de l'autre les soutiens au gouvernement de Sa Majesté, face à face. L'idée de l'hémicycle, il n'est pas tout à fait évident. On le retrouve évidemment à Rome, on le retrouve par le passé, mais c'est une réflexion sur qu'est-ce que l'on entend faire lorsque on élabore la loi dans le cadre d'un parlement. À la différence du modèle britannique, où je suis pour ou contre le gouvernement, dans le modèle qui va être le modèle français, il s'agit d'instaurer un espace de discussion dans lequel les députés peuvent se voir et dans lequel il y a une forme de tiers-regard. C'est pour ça qu'on a un demi-cercle et pas une forme d'amphithéâtre, et dans lequel il y a un regard extérieur matérialisé par le président qui incarne en réalité ce tiers-regard, qui incarne le regard du peuple. Donc il y a toute une pensée politique, une philosophie politique dans la manière dont je vais structurer mes hémicycles, dans la façon dont également je vais construire leurs alentours. Le fait qu'aujourd'hui vous ne puissiez pas rentrer au Palais Bourbon, et en rentrant au Palais Bourbon, aller acheter votre journal, votre baguette de pain et vos croissants, c'est pas quelque chose d'évident sous la Révolution. Sous la Révolution, il y a des boutiques en bas de la Chambre. Et il n'y a pas de fermeture de cette chambre sur l'espace social. Ça pose des problèmes. Notamment le fait que je vais menacer des députés. Et je vais rentrer dans le Palais Bourbon, parfois avec une pique et parfois avec une tête de député sur la pique, ce qui fait des ordres et ce qui entraîne des mouvements de pression de l'opinion sur le Parlement. J'ai donc un isolement qui va être un isolement, géographique, institutionnel de mon Parlement vis-à-vis de ceux qu'il est réputé représenter, mais qui peuvent également, en faisant pression sur lui, nuire à ses délibérations. J'ai donc un isolement de l'institution à dessein de permettre une meilleure représentation, une meilleure représentativité. J'ai également, dans ces lieux, la construction d'une architecture qui va être une architecture par couche. Les palais qu'on connaît actuellement, ce sont des palais qui datent peu ou prou à quelques modifications près de la monarchie de Juillet. On arrive sous la monarchie de Juillet à une forme qui va être une forme stabilisée de ce que l'on entend par un parlement au sens géographico-politique. Je te disais, si on veut faire l'histoire du Sénat, le palais du Luxembourg, et donc pour l'Assemblée nationale, le palais Bourbon.
autre élément de continuité, les règlements de ces chambres. Alors là, ce n'est pas du fétichisme juridique, hein, je ne vais pas vous faire un cours de droit parlementaire parce que vous m'en voudriez, et j'ai pas envie de vous perdre, surtout que j'étais en retard, et j'ai pas envie que vous partiez, ça serait triste. Mais il faut comprendre que les règlements des assemblées, fussent-ils même très techniques, une grande partie de ces règlements datent de la Révolution. Et ils ont été modifiés au fur et à mesure du temps en tenant compte de ce qui avait été fait, de ce qui avait été construit, pour adapter ces règlements à des réalités nouvelles. Mais c'est un fil de continuité. Le droit parlementaire, et derrière le droit parlementaire, les pratiques parlementaires, c'est un effet de couche. Les commissions d'enquête, ce qu'on appelle les commissions d'enquête, souvenez-vous, Benalla, McKinsey, etc., c'est en fait là aussi quelque chose qu'on voit émerger à la fin de la Restauration et au début de la monarchie de Juillet. Pratiques parlementaires créées et continuées, modifiées. Les premières mesures pour lutter contre l'obstruction parlementaire, vous savez, les dépôts d'amendements en cascade, l'explosion des mesures, ça date des années 80, mais les premières mesures, ça date de la Deuxième République. On a donc une continuité des problématiques qui se sont posées aux parlementaires. Un jour, j'ai mon Parlement bloqué, c'est embêtant. L'opposition n'est pas contente. Et donc, elle utilise des instruments pour bloquer. Comment est-ce que je m'en sors? Et donc, on a une construction lente, par couche, structurante, structurée, qui fait qu'aujourd'hui, si vous regardez les débats parlementaires, vous allez pouvoir vous dire, et ça fera la transition un peu avec ce que je vais vous dire en deuxième, mais vous allez vous dire, ok, très bien, mais parfois c'est un peu suranné. Pour ceux qui se sont coltinés des débats parlementaires, la discussion générale où chacun parle à son tour en disant le gouvernement a raison, le gouvernement a tort, pourquoi, ça peut paraître, je dirais, assez vain, assez stérile. Sauf qu'en fait, dans la manière dont on conçoit le débat parlementaire au XIXe siècle, c'est premier, c'est nécessaire, c'est indépassable. Et donc, on a une construction dont souvent on a oublié les ferments, mais qui est une construction linéaire, qui est une construction en tout cas dans laquelle tout se touche. Quand vous regardez un débat parlementaire, quand vous écoutez Sébastien Delogu, vous voyez quelqu'un qui est empreint d'histoire dans tous les gestes qu'il applique, même s'il ne connaît pas tout à fait cette histoire, parce que le maréchal Pétain ne connaît pas, visiblement. Mais malgré tout, dans la façon dont il débat et dont il parle en commission ou dans l'hémicycle, l'histoire est partout. On ne comprend la prise de parole, le lieu de la prise de parole également, pourquoi est-ce qu'on parle depuis l'hémicycle, que si on comprend cette histoire. Malgré tout, il y a des vrais éléments de rupture. Et ces éléments de rupture, je pourrais encore une fois vous les faire d'un point de vue chronologico-linéaire, en disant il y a la Révolution, la Restauration, etc. C'est pas ce qui est le plus intéressant. Ou en tout cas, oui, les parlements n'ont pas eu les mêmes places et les mêmes pouvoirs au fur et à mesure de l'histoire, mais ça, vous le trouvez dans un bon cours d'histoire constitutionnelle, pas très intéressant de se poser là-dessus. On pourrait y revenir évidemment dans vos questions, c'est pas du tout, mais voilà. Je ne pense pas qu'on apporte quelque chose fondamentalement en faisant une histoire du Parlement en disant ça. Donc en fait, si on veut bien comprendre ce qu'est l'évolution de l'histoire parlementaire, il faut comprendre 3 temps. 3 temps qui correspondent à 3 moments où l'on va concevoir le rôle d'un Parlement. À quoi ça sert un Parlement? En fait, c'est pas évident. C'est-à-dire, pourquoi on aurait besoin d'un Parlement? Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'un lieu où des représentants, et qu'est-ce que c'est que représenter, décideraient au nom du peuple? Et qu'est-ce que ça veut dire, au nom du peuple? De prendre des décisions qui ensuite vont engager l'avenir du souverain et dans lesquelles ils vont formuler la volonté générale. Cette idée-là, elle va connaître des moutures très différentes dans l'histoire, qui sont très explicatives du rôle qu'on va attribuer au Parlement et, in fine, également de sa place dans le paysage politique. Dans un premier temps, sous la Révolution, marquée par Rousseau, l'idée de représentation est problématique. Parce que, vous connaissez Rousseau, le peuple anglais n'est pas libre, il est libre une fois tous les 5 ans, et puis il vote, et puis ensuite il est esclave, voilà. Pour les révolutionnaires, le rôle du Parlement, le rôle de l'Assemblée nationale, n'est pas de représenter au sens moderne.
Le rôle de l'Assemblée nationale, c'est de tenter de deviner et de transcrire ce qu'est la volonté générale. En d'autres termes, la volonté générale existe préalablement. Ça ne veut pas dire que chacun, instinctivement, nous savons ce que serait la volonté générale, mais ça veut dire qu'une opinion bien instruite veut forcément vers l'intérêt général. Et donc la grande théorie de Sieyès, c'est si je rends les débats publics, eh bien, nous allons tous suivre les débats, et ces débats vont nous instruire sur le pour, le contre d'une mesure, et donc nous allons suivre les débats des députés, et ces débats des députés, une fois qu'ils auront débattu, ils devraient décider ce qui est le mieux, et la volonté générale, eh bien, sera ainsi formée. En d'autres termes, le rôle du député n'est pas de vouloir ce qu'il veut eu égard à une idéologie. Le rôle du député est de deviner quelle est la volonté générale. Si jamais il devine mal, eh bien à ce moment-là, ça veut dire qu'il s'est trompé. Et donc, reconnaissant qu'il s'est trompé, puisque le vote a été majoritaire, il doit se ranger à ce qui est la volonté générale. Si jamais il ne se range pas à ce qu'est la volonté générale, à ce moment-là, il se met dans une position qui est une position de factieux. Il va contre le peuple. Et donc, il est légitime de considérer que là, il y a quelqu'un qui est suspect. D'où les phénomènes de purge politique qu'on va connaître sous la Révolution, qu'il faut nuancer tout de même. Enfin, il ne faut pas les nuancer, ils ont eu lieu, mais il y a également une gradation et une perte de contrôle à partir de la fin de la Convention girondine, qui fait qu'on va avoir un jeu ensuite de surenchère et de purge successive. La Révolution, d'un point de vue parlementaire, c'est quoi ? C'est les Girondins qui tentent de purger Marat, résultat, ça se retourne contre eux, les robespierristes purgent les Girondins, purgent les indulgents, purgent les enragés, les thermidoriens anti-robespierristes purgent les robespierristes, puis purgent les monarchistes, et finalement, c'est les thermidoriens qui finissent par produire ensuite une nouvelle assemblée sous le directoire où ils s'assurent d'avoir une majorité, parce qu'il faut une grande partie de députés venant de la convention thermidorienne dans les nouvelles structures du directoire, qui ont peur d'être purgés. Donc ce jeu, entre guillemets, qui va être un jeu de surenchère dans la purge, a ses racines dans cette idée-là. A cette racine dans l'idée que, je dois deviner ce qu'est la volonté générale. Et si je ne peux pas deviner si je devine mal ce qu'est la volonté générale, à ce moment-là, je rentre, je me mets au banc. Et si jamais l'Assemblée majoritairement devait usurper l'expression de cette volonté générale, il y a une voie dans les deux projets de constitution, girondine et montagnarde, qui permet au peuple, aux assemblées populaires, c'est un peu le RIC de l'époque, de mettre à bas une loi qui a été votée et qui serait contraire à l'avis du peuple. Aujourd'hui, on a peur des référendums veto. Sous la Révolution, c'est absolument nécessaire parce que si référendum veto est lancé, on ne parle pas de référendum à l'époque parce qu'on vote par assemblée primaire, mais c'est justement parce que les dirigeants, les députés ont le droit à l'erreur, mais cette erreur-là, le peuple doit le leur rappeler. Et si jamais volontairement, ils ont usurpé cette voix du peuple, ils ont pensé parler pour le peuple, et tout en sachant que ce n'était pas le cas, eh bien, le peuple est le gardien de ses propres libertés. C'est la disposition de la Déclaration des droits montagnardes. Quand le gouvernement viole le droit du peuple, l'insurrection est pour le peuple le plus indispensable et le plus sacré de tous les devoirs. On a beaucoup dit c'est un droit à l'insurrection, c'est pas un droit à l'insurrection. C'est un devoir d'insurrection. Le peuple est le gardien de sa propre liberté. Il est le gardien de la formulation de l'intérêt général et de la volonté générale dans les voies qui sont les voies légales. Si jamais les dirigeants usurpent cette voie-là, eh bien à ce moment-là, la révolte n'est pas une possibilité, c'est une nécessité. Sinon, on sombre dans la tyrannie. Ce modèle-là, vous le comprenez bien, devient sous la Révolution relativement incontrôlable, parce que ça implique de présupposer qu'il existe effectivement une volonté générale préalable, ce qui est peut-être le cas, mais ce qui est tout sauf évident, et que, qui plus est, on se retrouve dans une situation qui est une situation d'instabilité politique. On sort de la Révolution
avec une nouvelle conception de ce qu'est un Parlement, qui va arriver progressivement. Le Second Empire, le Premier Empire étant une phase de transition. L'idée post-révolutionnaire, qu'on commence à dessiner sous le Directoire, qu'on va voir dans les théories de Sieyès appliquées au consulat, et qui ensuite va vraiment mûrir sous la Restauration et la monarchie de Juillet pour aboutir à la Troisième République, c'est l'idée d'un parlementarisme libéral et délibératif. Le mandat impératif est aboli sous la Révolution, mais pour des raisons très conjoncturelles, c'est-à-dire que ça permet à Louis XVI de libérer les parlementaires monarchistes et donc, ce faisant, de leur permettre de former une Assemblée nationale à un moment où il a compris que c'était bloqué. Plutôt les parlementaires de la noblesse. Cette notion d'absence de mandat impératif, d'irresponsabilité parlementaire, autrement dit, je peux dire ce que je veux dès lors que je suis député et que je participe à la délibération parlementaire, c'est quelque chose qui prend un nouveau tour à partir du Directoire, et notamment en contre-coup à la Terreur. Qui plus est, on va partir du principe, et ça il faut bien entendre si on veut comprendre le XIXe siècle, que l'intérêt général est d'abord la seule chose que peut vouloir la volonté générale. Le peuple ne peut que vouloir son propre bien, et il ne peut que vouloir son propre bien dès lors que ce bien est objectivable. Il y a une approche quasi scientifique de ce que serait l'intérêt général. L'intérêt général, il existe. On passe d'une réflexion qui est une réflexion sur l'expression d'une volonté préalable, celle du peuple, à la détermination de ce qu'est un intérêt. L'intérêt général est ce que doit viser la délibération parlementaire. Comment est-ce que je vise à l'intérêt général? Comment est-ce que j'arrive à considérer que l'intérêt du peuple, c'est ça? Eh bien, la meilleure façon de le faire, c'est de manière très habermasienne avant l'heure en réalité, de délibérer et de discuter en raison. Pour ça, je dois être libre, d'où l'irresponsabilité parlementaire, d'où l'absence de mandat impératif, et je dois être libre d'y réfléchir parmi les meilleurs. Le rôle de l'électorat est de choisir ceux qui, parmi eux, sont les plus à même de déterminer ensemble, par un jeu de délibération allant par essai-erreur, ce qu'est l'intérêt général. Le parlementarisme libéral, c'est un parlementarisme de la discussion. On est persuadé, et ça va tenir d'une certaine manière jusque dans les années 30. Alors, ça va bouger entre-temps. Il y a une période des années 1910 aux années 1930 où on a plusieurs modalités qui cohabitent, mais jusque dans les années 30, on a une partie des parlementaires qui considèrent que si jamais les cadres de la délibération sont bien établis, si jamais les cadres de la délibération sont bien posés, la décision ne peut pas être mauvaise. Le contrôle de constitutionnalité tel qu'on l'envisagerait aujourd'hui, le Parlement a violé un droit fondamental, c'est pas imaginable au XIXe siècle. Alors je ne dis pas que c'est pas arrivé, mais c'est pas imaginable pour le personnel politique du XIXe siècle, tout bêtement parce que si la délibération a été bien organisée, selon des procédures qui l'ont bien permis, les mauvaises idées se sont forcément vues élaguées. Et ne restent que les meilleures idées. Si jamais la loi est mauvaise, c'est parce que la délibération a été mauvaise. Ça veut dire plusieurs choses. Le suffrage universel, tel qu'on l'envisage aujourd'hui, il est évidemment fondamentalement naturel. Mais au XIXe siècle, que disent les partisans du suffrage censitaire? Nul besoin de faire voter tout le monde. Il faut faire voter ceux qui ont la plus grande capacité, la plus grande connaissance, avec cette idée qu'un enseignant trouve totalement injuste, que ce n'est pas le niveau de diplôme, mais la richesse qui conditionne la compétence, et que ce faisant, eu égard à cette compétence-là, je vais pouvoir désigner ceux qui seront les plus à même à délibérer en conscience. En d'autres termes, ceux qui comptent, c'est d'élire ceux qui seront les plus à même d'établir l'intérêt général, et tout le monde est représenté parce que tout le monde veut viser à l'intérêt général. L'important n'est pas de voter. L'important, c'est ce qui est visé.
Et comme on veut tous la même chose, eh bien, il faut désigner de la meilleure façon ceux qui veulent ce que nous voulons tous. Tout à l'heure, je parlais du droit parlementaire. La manière dont fonctionne le Parlement dans ces mécanismes de délibération est liée à ça. J'ai une opinion, une autre arrive en face. L'idée, c'est que l'assistance puisse se faire une idée bonne au regard de cette opposition d'arguments, de ce qui doit être décidé. Résultat, au XIXe siècle et au début du XXe siècle, sous la Troisième République notamment, j'ai pas forcément de logique majoritaire. J'ai pas d'un côté un Premier ministre qui dirait « voilà, moi je représente une majorité ». Non, les majorités sont toujours à construire. Les majorités sont toujours à construire et donc je peux avoir une majorité sur un texte et une autre majorité sur un autre texte. J'ai pas de parti très organisé. L'important pour un président du Conseil, un ancêtre du Premier ministre, c'est d'être en capacité à chaque fois de convaincre que ce qu'il présente est conforme à l'intérêt général. Lors de mon vote d'investiture, je peux avoir une majorité, lors du vote du prochain texte, une autre majorité, et la majorité qui peut me faire tomber peut être une majorité de bric et de broc avec des gens qui m'ont soutenu au départ, et si je ne tombe pas, ça peut être grâce à d'autres. Parce qu'en réalité, ma capacité à convaincre n'est pas liée à d'où je viens, ou n'est pas d'abord liée à d'où je viens, au sens de quel parti politique, mais d'abord à ce que je propose et à la manière dont j'ai de convaincre de ce que je propose. Cette logique délibérative-là, elle implique que la réflexion et que la décision n'est pas préalable à la discussion. Ça change au début du XXe siècle. Pourquoi ? Parce qu'au début du XXe siècle, j'ai des partis. Et ces partis politiques, eux, arrivent avec une conception systémique de l'intérêt général. Mon programme représente une vision cohérente, liant des idées, une idéologie. C'est pas un gros mot, l'idéologie. C'est simplement un lien logique entre des idées. Et donc cette approche idéologique, je la pose. Si jamais vous me lisez, à ce moment-là, vous prenez le paquet, parce que tout se répond, au fond. Et donc, la réflexion, le débat, il n'est plus au Parlement, il est en amont. Je ne me présente pas parce que je vous dis, je vais être le meilleur pour délibérer avec des pairs et pour décider ce qui sera le mieux pour vous. Je vous dis, voici mon programme. Je m'engage à appliquer ce programme. Il n'y a rien de plus opposé à la conception du parlementarisme libéral. Et on explique en grande partie la crise de la Troisième République ou la fin de la Troisième République par l'opposition de ces deux mondes. Entre un parti radical, par exemple, très dominant sous la Troisième République, qui est totalement acquise à une forme de parlementarisme libéral, et la SFIO et le PCF, qui, eux, partent avec des programmes, avec l'idée que, qui plus est, je suis le représentant de la classe ouvrière, et donc, ce faisant, la logique de représentation passe par le programme et par une logique de classe. Il n'y a pas qu'un degré de différence, c'est pas seulement une action plus à gauche ou moins à gauche. On vit dans deux conceptions différentes de ce que sont les institutions et de ce qu'est la délibération. Les radicaux, lorsqu'ils doivent renverser un gouvernement, ça ne leur pose pas de problème. Simplement, ils sont plus convaincus du programme qui a été proposé. Et donc à partir de là, d'ailleurs, vous avez un parti radical et vous avez 3 groupes radicaux au Sénat. Donc, inadéquation entre parti et groupe. La question ne se pose pas pour eux. Et cette dominance des partis, elle se fonde, elle se matérialise malgré tout par une croissance de ces formations politiques bien plus efficaces du point de vue de la représentation. Parce que le règne du notable, notamment avec la rentrée des masses en politique, va souffrir du fait d'avoir des gens qui vous disent non, lui tu votes pour lui mais tu ne sais pas exactement ce qu'il te promet, moi j'ai un programme, je m'y engage, je te représente au nom de ça. Et donc, la structure partisane telle qu'évoquée, on va la retrouver à gauche, on va la retrouver peu à peu de plus en plus à droite, même si dans des formes d'abord assez différentes, mais finalement à terme assez communes. Et
cette cohabitation des deux mondes va malgré tout tourner à l'avantage des partis à la fin de la Troisième République et surtout au début de la Quatrième. La Quatrième est vraiment la quintessence de cette logique de domination partisane, avec une idée simple en réalité. Je vote pour un parti, et en votant pour ce parti, eh bien, je vote pour un système cohérent d'idées. Ce système cohérent d'idées n'aura pas forcément la majorité. Mais, en revanche, les députés qui vont être membres du parti s'engagent à appliquer ce programme, et donc ils sont disciplinés. Cette discipline inimaginable dans le parlementarisme libéral, cette discipline est la condition de l'équilibre du système. C'est parce que mes partis sont disciplinés, et ils ont tout l'intérêt à l'être, parce que mes députés n'ont pas été élus sur leur nom, ils ont été élus pour appliquer le programme. Ces partis disciplinés, s'ils n'ont pas la majorité, vont passer des deals. Ils vont discuter avec un autre parti en disant « bah voilà, on va faire ça, on fusionne nos programmes, ce qui est important pour moi c'est ça, ce qui est important pour toi c'est ça, et in fine, ensemble, on forme une coalition. » Solidité des partis, fortement disciplinés, solidité des coalitions. Et c'est ça qui fait que ça tient. C'est ça qui fait que, en Allemagne, en Italie, on passe dans de nouvelles modalités de construction parlementaire, avec des partis structurés, formant des coalitions stables. Et c'est tout à fait l'idée qui va notamment être portée par la gauche dans les années 20, dans les années 30, et qui s'impose en 1946. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour des raisons extérieures dont on pourrait discuter, c'est-à-dire guerre coloniale, etc. Ça ne marche pas aussi parce qu'il y a plusieurs facteurs inhérents à la vie politique même. D'abord, ça ne marche pas parce qu'on met en place un mode de scrutin proportionnel par département, paradoxalement très déstructurant. Les partis qui dominent la vie politique au début de la Quatrième République sont pour la proportionnelle, justement parce qu'ils pensent que ça va disciplinariser les partis. J'ai une direction nationale, elle dit « attention, attention, tu votes ce qu'on t'a dit de voter, sinon la prochaine fois, tu n'es pas sur la liste ». Ce n'est pas quelque chose qui est subi, c'est quelque chose qui est voulu par les directions. Parce que ça permet justement cette discipline sans laquelle ce modèle-là ne fonctionne pas. Le problème, c'est que la proportionnelle par département va rompre ça. Étant donné que je vais arriver en disant « regardez, je ne suis pas de la SFIO, je suis monsieur untel, votez pour moi et mes affiliés ». Et donc je vais avoir une déstructuration des formations politiques, paradoxalement, en lien avec un mode de scrutin départemental. Aucune autorité des partis. Sur la CED, par exemple, la SFIO dit « attention, 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 si jamais vous notez pas la CED, vous êtes exclus ». Ils vont être exclus, mais ça ne va pas durer très longtemps. Et donc, en fait, mes partis sont indisciplinés. Et donc, ça ne marche pas. Le deuxième facteur est lié à la configuration de la vie politique. À partir de 1947, j'exclus paradoxalement le parti le plus discipliné qui soit, le Parti communiste. À l'époque, le PCF, c'est entre 20 et 30%. J'exclus également, alors de manière irrégulière, etc., mais quand même de manière structurelle, les gaullistes. Je fais donc des coalitions entre les modérés, les SFIO et tout un tas de petites formations qui, là, pour le coup, sont vraiment des groupes de notables élus sur des étiquettes extrêmement différentes dans chaque département. Je suis très très loin, on dit beaucoup la quatrième c'est la République des partis. La quatrième était construite pour être la République des partis. Elle n'est pas du tout, justement, la République des partis, une fois qu'on est sorti du système tripartite dominé par le PCF, la SFIO et le MRP. Résultat, je gouverne sur les 2 tiers de mon assemblée et avec des formations politiques très diverses, très disparates. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas parce que ça n'a pas été pensé comme tel. La Quatrième République, c'est un modèle de constitution très banal, en fait. Parlementarisme rationalisé de l'après-guerre, on trouve ça partout en Europe. En France, ça ne marche pas parce qu'on a des partis faibles. Le modèle de ce dernier parlementarisme, qui est encore un peu le nôtre, de dire c'est le parti qui porte une vision systémique de ce que doit être l'intérêt général et je vote pour le parti. La première modalité qui s'impose quand on y pense, c'est cette modalité-là, des partis disciplinés qui forment des coalitions. La deuxième modalité, si ça ne marche pas, c'est de dire, puisque ça ne fonctionne pas,
est-ce que vraiment on a besoin d'un Parlement? Parce qu'au fond, les deals, ils ne se font pas au Parlement. Ils ne se font plus au Parlement. Il n'y a plus de la discussion parlementaire. Ils se font en amont, quand on forme la coalition. Donc, plutôt que de s'embêter avec un Parlement puissant, confions à un exécutif fort, et on trouve cette idée dès les années 30, le soin de mettre en place le programme. Les élections législatives ne sont là que pour fixer le programme. Ensuite, c'est à l'exécutif de l'exécuter. Et donc, le Parlement peut être mis, si ce n'est entre parenthèses, en tout cas être vu comme un organe second, une chambre d'enregistrement, un instrument de légitimation d'un pouvoir qu'il n'exerce plus. Et c'est la domination de l'exécutif, qu'on trouve dans la domination des gouvernements un peu partout en Europe, qu'on trouve en France, avec une situation encore plus défavorable au Parlement, qui est la consécration d'un pouvoir présidentiel qui, à partir de 65, fait l'objet d'une élection au suffrage universel direct. Et donc, dans ce cadre-là, marginalisation parlementaire. On critique beaucoup le cumul des mandats. En tout cas, on a critiqué. Pour en discuter, le cumul des mandats, il y en a toujours eu. Mais on le voit exploser à partir des années 60-70. Pourquoi? Parce que les parlementaires comprennent que, à l'Assemblée, ils ne changeront pas les choses. Et donc, ce faisant, ils se réfugient sur des mandats locaux où ils ont l'impression, de pouvoir donner des gains à leurs électeurs, et puis ensuite, d'agir fondamentalement sur le réel. C'est plus satisfaisant d'être maire que d'être député godillot. Donc, on a un désinvestissement de ce Parlement de ses fonctions législatives. On en est là. On en est à un Parlement fondamentalement, radicalement affaibli aujourd'hui. Mais cet affaiblissement, vous voyez, il n'est pas d'abord institutionnel. Il n'est peut-être pas d'abord constitutionnel. Il est essentiellement, fondamentalement politique. Le scénario auquel on assiste aujourd'hui, c'est peut-être une reparlementarisation du régime. Tout bêtement parce que ce que l'on a vécu d'abord en 2022 de manière limitée, puis clairement en 2024, c'est la fin d'une logique qui est une logique strictement purement majoritaire. Tout d'un coup, les textes doivent être à nouveau discutés, débattus et convaincre une majorité du Parlement. On n'a pas un retour au modèle du parlementarisme délibératif au sens où il ne s'agit pas fondamentalement de convaincre chaque parlementaire du bienfait de la loi, mais il faut convaincre des groupes. Et en convainquant des groupes, la délibération regagne en importance. Si vous écoutez Michel Barnier hier, il distribue les gains symboliques à tous les groupes politiques qui pourraient ne pas le renverser. On a donc un enjeu à nouveau qui devient un enjeu parlementaire. Le mode de scrutin majoritaire à 2 tours ne produit pas forcément des majorités absolues. C'était le mode de scrutin de la Troisième République qui n'en a jamais produit. Et d'ailleurs, on pourrait réfléchir par rapport à tout ce que j'ai évoqué à la coordination mode de scrutin et évolution de la vie politique. C'est un point important qui nous différencie de nos voisins et qui explique également pas mal de choses. Mais quoi qu'il arrive, ce mode de scrutin ne produit une majorité absolue et pléthorique qu'en cas de bipolarisation forte de la vie politique. Cette période-là semble aujourd'hui, au moins moyen terme, terminée. Et donc, ce faisant, à circonstances égales, on est dans une situation où il est probable qu'on ait une forme de reparlementarisation du régime. Pas forcément souhaitée, pas forcément voulue, mais de fait. Cette reparlementarisation du régime, le problème, c'est qu'on a une vie politique qui n'y est pas prête. Les partis se sont structurés comme des écuries présidentielles. Depuis 1965, les partis ont compris que pour prendre le pouvoir, il fallait prendre l'Élysée. Et donc, ce faisant, aujourd'hui, les élections législatives ont été pendant très longtemps le parent pauvre. Regardez comment ils sont partis désorganisés il y a quelques mois. Le problème, c'est que ça redevient un enjeu qui devient un enjeu majeur. Et en même temps, tout le monde continue à viser l'Élysée. On a donc 2 embranchements aujourd'hui. On a d'un côté la possibilité d'une reparlementarisation du régime, avec quand même plusieurs éléments problématiques, des partis qui ne sont pas prêts et une culture parlementaire qui s'est perdue. Et de l'autre côté, une volonté malgré tout de maintenir une forme de présidentialisme contre, justement, un parlementarisme qui revient. Pensez à tout le discours qu'on a eu sur le 49 alinéa 3 durant les 2 dernières années. Le 49 alinéa 3, c'est quoi au fond? Ça signifie quoi?
49 alinéa 3, vous connaissez, le gouvernement engage sa responsabilité sur un texte, et ensuite, si jamais les parlementaires ne veulent pas du texte, ils votent une motion de censure. C'est une façon de forcer la main du Parlement. Mais de quoi ça témoigne? Je suis président de la République et je dis « Attention, attention, mesdames, messieurs, je vais faire une réforme des retraites. » J'ai aucun pouvoir de faire une réforme des retraites. Mon seul contact avec une loi, c'est quand je la promulgue. Quand je dis « je vais faire une réforme des retraites », je présuppose le fait que j'aurai une majorité absolue disciplinée qui me suivra. Cette présupposition-là, sous la Ve République, elle a souvent marché. Dernièrement, elle marche mal. Seulement, dire que je ne la ferai pas parce que je n'ai pas de majorité est l'aveu d'une impuissance. Parce que je ne veux pas avouer que je suis impuissant, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'essaye de tordre la Constitution autant que faire se peut, ou de la contourner, ou d'en abuser, pour tenter d'appliquer mon programme en disant « je suis légitime, j'ai été élu pour ça ». Ouais, peut-être pas, peut-être bien que oui, mais au fond, eh ben, en faisant ça, eh ben, j'essaye de survivre à une situation où un parlementarisme se réimpose et où je n'ai plus la capacité d'imposer mon autorité. Je pourrais vous faire la liste de tout ce qui s'est passé ces dernières années où on a justement torturé, bousculé la Constitution à dessein de maintenir ce système-là. Mais une évolution vers une forme de présidentialisme libéral, à terme, je ne dis pas qu'on y est, ni que c'est la volonté d'Emmanuel Macron, entendons-nous bien, mais n'est pas impossible. En tout cas, les voies juridiques existent vers ça. Donc aujourd'hui, si on doit faire une histoire du Parlement, enfin si on doit être prédictif vis-à-vis de l'histoire du Parlement, je dirais qu'on a un embranchement. On peut connaître cette reparlementarisation du régime, ou au contraire, on peut avoir un tournant de plus en plus anti-parlementaire d'un régime qui, entre des aspirations de l'opinion au changement et une forme de primat de l'exécutif qui tord le droit, peut conduire à continuer à marginaliser l'institution. Mais ça, c'est pour vous faire du teasing, comme on dit en bon français, pour la prochaine version de ce livre, la seconde édition, qui dressera peut-être le retour du Parlement ou bien sa nécrologie d'ici quelques années, si jamais l'éditeur le veut et me fait à nouveau confiance. J'espère que ce sera le cas. Merci beaucoup. Merci Benjamin. La discussion est ouverte, je vous en prie. Guillaume. Il y a un point qui revient souvent dans votre livre, c'est effectivement le fait qu'on n'entend pas. Il y a une mauvaise acoustique dans les... Oui. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal? C'est-à-dire qu'on arrive à un moment où l'acoustique est parfaite, au moment où le Parlement perd en capacité, puisque l'acoustique, l'audio au sens électronique arrive fin de la 4e, début de la 5e. Et c'est le moment où, effectivement, c'est ce que vous avez expliqué tout à l'heure, c'est ce que vous expliquez tout au long de votre livre, c'est le moment où on perd son intérêt. Est-ce que justement, ça peut être un des facteurs, peut-être le facteur principal, ou peut-être le principal, mais un des principaux, de la construction justement de ce Parlement, où le but c'est d'être un tribun qui porte quelque chose qui est censé amener, et quelque chose qui a disparu, alors qu'effectivement, c'est le moment où il aurait une vraie sens de revenir. Alors, je ne suis pas sûr, entre guillemets, qu'il y a un lien direct, mais en revanche, c'est un facteur extrêmement important de l'histoire parlementaire. Voilà, je ne l'ai pas abordé parce que je ne peux pas tout... Mais moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé extrêmement intéressant en faisant cette histoire du Parlement. Là encore, on a l'impression, vous rentrez à l'Assemblée nationale, vous rentrez au Sénat. Alors déjà, vous savez que les assemblées révolutionnaires ne siégeaient pas dans les mêmes lieux, au manège, salle des machines, etc., qui étaient beaucoup plus nombreux. La constituante, c'est 1200 députés. Et on a l'impression que cette façon de délibérer, cet hémicycle, entre guillemets, même s'il pouvait être ailleurs, c'est de tout temps. En fait, la salle du manège dans lequel se jouent les grandes heures de la Révolution, il faut s'imaginer comme un lieu, mais alors pas du tout organisé pour la délibération parlementaire. Vous avez des gros poils qui charrient de la fumée, on ne se voit pas, on ne s'entend pas. Ce qui fait la force de Danton, du point de vue rhétorique, c'est pas la force de sa rhétorique, c'est qu'il parle plus fort. C'est tout, on l'entend. Et donc, si vous avez la capacité à parler, à élever la voix, eh ben vous existez. Sinon, dans une assemblée de 1200 députés dans lequel on ne vous entend pas, vous n'existez pas. Et il y a probablement de grands révolutionnaires qu'on a manqués. Des gens qui auraient eu des idées merveilleuses. Des gens qui auraient peut-être
donner un meilleur cours à notre histoire, il ne parlait pas assez fort. Donc l'insonorisation et la sonorisation des assemblées, c'est quelque chose de purement pratico-pratique, mais qui en fait a eu des conséquences, mais totalement majeures. Hein. Idem pour la question des tribunes, etc. Vraiment, une assemblée au début du XIXe siècle et maintenant, les conditions matérielles sont radicalement différentes, et ça change tout. Voilà, ensuite, j'allais digresser sur d'autres choses, mais je crois qu'en effet, c'est un point historique qu'il faut bien avoir en tête quand on fait une histoire, par exemple, de la Révolution. On ne fait pas d'histoire de la Révolution bien, je pense, sans comprendre ces clés physiques des assemblées parlementaires. J'ai une question un peu ridicule, mais pour enchaîner, j'ai deux questions. Est-ce que c'est arrivé qu'on introduise des porte-voix dans l'Assemblée? Pour les gens qui avaient peut-être une fragilité de la voix. Alors, pas à ma connaissance de porte-voix, mais en fait, les esclandres dans l'Assemblée visent à vous faire entendre. Et je fais une digression par rapport à votre question, mais depuis hier, vous avez vu le discours de Michel Barnier, vous êtes peut-être endormi. C'était voulu, hein, je pense qu'il se cherche à anesthésier l'auditoire, et que c'est comme ça qu'il va tenir. Mais pas forcément. Les insoumis ont levé leur carte d'électeur. Alors là, le spécialiste du Parlement ou de la Constitution, vous avez toujours des journalistes qui viennent voir, oh, vraiment, mais c'était mieux avant. Hein. Vraiment, les parlementaires avant, c'était quand même des gens beaucoup plus civilisés, des gens qui ne faisaient pas d'esclandre. Mon œil prenait un parlement révolutionnaire, mais c'était un bordel sans nom. Je suis désolé, Bertrand, je dis des gros mots. On est arrivé, je l'évoquais tout à l'heure, mais on est quand même arrivé avec des têtes au bout des pics sur des parlements. On a fait exploser des bombes. Hein. Et même sans parler de tout ça, les esclandres et le ramdam parlementaire, au XIXe siècle, sous la 4e République, en 1947, les communistes s'enchaînent au siège. Bon, je cite souvent, vraiment, l'un de mes passages préférés des débats parlementaires, il est très récent, c'est un passage des débats sur la réforme d'EDF de 2005. Je crois que c'est 2005 ou 2004. Voilà, l'ouverture du capital d'EDF, gouvernement Raffarin. Vous en avez peut-être déjà entendu parler parce que c'est la fameuse loi où Jean-Louis Debré arrive avec sa pile d'amendements haut comme le plafond, il scénarise ça, etc. Il y a un passage de ces débats, je vous l'enverrai si vous voulez, parce que j'ai pleuré de rire en le lisant au moment de ma thèse, c'est vraiment du Ionesco. En fait, vous avez un rappel au règlement avec un député qui dit que depuis ce matin, il se passe des choses quand même étranges à l'Assemblée nationale, parce que le matin, il a vu arriver les députés de droite avec des maillots de rugby, les députés de droite Saint-Denis, en disant « mais avec une cravate, c'est réglementaire ». Et puis ensuite, on a chanté l'Internationale, et puis en face, on a chanté la Marseillaise, et que tout ça met quand même un peu de boxon à l'Assemblée. Et maintenant, il constate que Pierre Lelouch se trimballe avec une tortue autour de l'hémicycle, comme un fou porte sa brosse à dents, et qu'il s'indigne qu'il n'y ait pas une explication de la part de Pierre Lelouch qui répond très calmement qu'il a contrôlé la tortue et qu'il n'y a aucun risque pour l'hygiène publique. Vous faites ça aujourd'hui, ça vient des insoumis ou etc., mais vous avez les breaking news sur BFM, les parlementaires sont devenus fous, la République va s'effondrer, vraiment, rien ne va plus. Enfin, ça fait partie du jeu parlementaire. Hein. Il ne se passe rien en séance. En séance, on ne décide pas, on ne décide plus, on décide en commission, éventuellement. En séance, c'est du théâtre. Et ce théâtre-là, il a du sens, fondamentalement. Il a du sens tout bêtement parce que, on a fait des études là-dessus, si jamais je suis vent debout contre la réforme des retraites, vraiment très très en colère contre cette réforme, et que j'ai une opposition qui arrive en disant
on est minoritaire et on sait qu'on va perdre, mais on voulait quand même vous dire hein, qu'on n'était pas d'accord avec la réforme des retraites. Par contre, on voudrait surtout pas faire perdre du temps aux Français, donc on votera contre, hein, mais accélérons les débats. Vous sentez-vous représenté? Mais la réponse est non, c'est qui c'est nul. On va se balader dans la rue et là on va la faire, la révolution. La mise en scène parlementaire, elle est extrêmement importante. Le fait d'avoir une opposition qui se la joue fort à la mot, en disant non, 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 on reste là et on tirera jusqu'au dernier amendement, ça a une fonction représentative, ça a une fonction sociale. C'est hyper important. Et donc dire tout d'un coup, non mais vraiment là, c'est du grand n'importe quoi, ne faisons pas ça, en fait, c'est pas malin. J'avais discuté avec Jean-Louis Debré justement de cet épisode et il me disait, en fait, on avait dealé avec la gauche, le bordel allait durer 3 jours, et pendant 3 jours, donnez-vous en cœur joie, puis ensuite on accélère. Parce qu'il faut que vous puissiez représenter ça. Aujourd'hui, quand vous avez un tout petit peu d'obstruction, la moitié des députés macronistes sont en dépression nerveuse en disant « c'est horrible, vraiment, ils vont faire la révolution, ces gens-là sont méchants ». Oui, peut-être. Ce qui n'existe plus aujourd'hui, c'est la culture parlementaire et le sens des coulisses. Avant, vous vous investiviez en disant « sale fasciste » ou « vieux Stahl », puis à la buvette, vous disiez les amendements. Aujourd'hui, ça se fait moins. Voire même ça ne se fait plus. Et ça, c'est un problème. Parce qu'on peut avancer sur des causes communes et sur l'intérêt général, tout en mettant en scène des oppositions qui sont parfois fondamentalement nécessaires. Dernier point, puis ensuite j'arrêterai ma digression, je vous laisserai poser votre deuxième question. Mais j'étais excessivement choqué durant la dernière législature. Alors maintenant, ça peut être possible parce que ces génies, ils ont réussi à perdre le contrôle du bureau parce qu'ils devaient aller se coucher trop tôt. Mais j'ai été extrêmement choqué par des sanctions qui ont été prises. Que ce soit contre De Fournas qui dit qu'il rentre en Afrique, ou que ce soit contre, par exemple, Thomas Porte qui shoot dans un ballon à la tête, avec une tête d'Olivier Dussopt. Je ne dis pas que tout ça est bien, hein, je le condamne, soyons clairs. Sauf que les sanctions disciplinaires à l'Assemblée, elles n'ont pas été faites pour ça. Elles ont été faites depuis la Révolution, justement parce qu'on voulait éviter les purges à l'intérieur de l'Assemblée pour sanctionner, non pas un propos, on ne peut pas sanctionner un propos, parce que le législateur pose lui-même les limites de la liberté d'expression. Depuis la Révolution, on a posé le principe qui est celui de l'irresponsabilité parlementaire. Je peux raconter les pires horreurs en séance, je ne serai que sanctionné qu'au regard des conséquences sur l'ordre de la séance qu'auront eu ces horreurs. Ça ne veut pas dire que l'Assemblée les cautionne, ça veut dire que je ne peux pas être sanctionné à ce titre-là. Et je ne sanctionne les députés que pour un désordre qui a été commis en séance, pas à l'extérieur. À l'extérieur, s'ils ont enfreint une loi, et pourquoi pas, ils sont sanctionnés par la justice. Et donc si Thomas Porte a commis un crime ou un délit, il est sanctionné par la justice, il n'y a pas de problème. Hein. L'immunité parlementaire n'est pas l'absence de responsabilité parlementaire. Il peut y avoir des poursuites. Mais dire « le comportement d'un député me choque, donc je sanctionne, voire je l'exclus ». Les propos d'un député me choquent, et donc je sanctionne, voire je l'exclus, c'est absolument contre toute la conception du parlementarisme qu'on a construit depuis la Convention. Parce que ça permet à la majorité d'imposer ses valeurs à la minorité, et potentiellement, si elle n'est vraiment pas d'accord avec elle, de la purger. Et on se retrouve entre nous et on vote ce qu'on veut. Et c'est là qu'on voit aujourd'hui la perte de la culture parlementaire. Vous faisiez ça il y a 10 ans et vous apparaissez comme un dingue. Là, durant la dernière législature, ça ne pose pas de problème, c'est même vu comme étant légitime. Donc on a quand même aujourd'hui un Parlement qui est instable parce qu'il est très divisé, mais qui est surtout instable parce qu'on n'a plus de culture parlementaire. Parce que les gens qui sont entrés au Parlement ne comprennent même plus le sens des règles qu'ils appliquent. Et donc forcément, ça crée des trucs qui sont parfois des trucs contestables et problématiques. Voilà, j'ai fait une longue digression, ça n'avait rien à voir avec votre question originelle, mais je vous laisse poser la deuxième. Oui, je vous en prie, après, oui. Allez-y. Alors c'est une thèse de droit public, mais le droit public commence à la Révolution en général. Mais moi je me suis demandé si ça pouvait être intéressant d'intégrer les parlements d'ancien régime. Alors évidemment ça n'a rien à voir,
les parlements d'Ancien Régime dans cette question d'une histoire des parlements, parce que ils ont quand même une part du pouvoir législatif avec le droit de remontrance, d'enregistrement. Il y a une délibération, ils examinent la volonté du monarque. Et moi, je me demande si cette culture de la délibération des parlements d'Ancien Régime s'est pas retrouvée ensuite pendant la Révolution. Alors pas à l'époque de la montagne peut-être, parce qu'on a écarté les juristes et ainsi de suite, mais au moment de Thermidor, il y a un retour de la figure du juriste, et peut-être une réintroduction d'une ancienne culture des parlements d'Ancien Régime, mais cette fois dans le Parlement moderne. Alors, c'est en effet une question qui est tout à fait légitime, et la réponse est plutôt non. En fait, la culture parlementaire, elle se forge à d'autres sources. Elle se forge dans les assemblées ecclésiastiques. Et les ecclésiastiques vont avoir un rôle majeur dans la formation de la culture parlementaire, parce qu'ils vont importer tout un tas d'instruments qui sont des instruments qu'ils connaissent, et elle se forge, et je veux dire, on n'aime pas dire ça, parce que la perfide Albion, voilà, mais elle se forge dans le mimétisme avec le parlementarisme britannique. Le Sieyès, sans trop dire à qui il fait référence, reprend plein de trucs outre-Manche. Et donc, si vous regardez le premier règlement de l'Assemblée nationale, en fait, sans le dire, on a quand même fait du copier-coller de certains éléments, pour ne pas dire de beaucoup d'éléments, du parlementarisme britannique. La Révolution, et là-dessus, il n'y aura pas de vraie rupture après, se construit vraiment contre les parlements. C'est pas la même sociologie, et il y a vraiment une idée d'opposition radicale avec ces institutions qui sont perçues par les révolutionnaires comme étant en fait le mal. Hein. Dieu nous garde de l'équité des parlements, dit l'adage. Donc voilà, il y a une vraie rupture paradoxalement. Le mot reste le même, quoique il est peu utilisé sous la Révolution, mais en revanche les pratiques sont très divergentes. Mais c'est une question qui est vraiment légitime parce que je me la suis posée comme d'autres avant moi. Hein. C'est-à-dire que si vous prenez... Comment ? La robinocratie. C'est-à-dire critiquer la robinocratie, c'est-à-dire la culture des parlements d'Ancien Régime qui confisquait la volonté générale. Oui, ouais. Mais c'est vrai qu'il y a peu de porosité. En tout cas, si on en croit les recherches. Alors, Xavier. Oui, et après, Alain, vous dites effectivement qu'on n'a plus de culture, enfin, la culture parlementaire c'est perdu. Est-ce que c'est pas un peu le produit d'un parlementarisme très rationalisé de la Ve République, où finalement une bonne partie du pouvoir s'est déplacée vers l'exécutif? Vous parlez des projets de loi, les niches parlementaires sont quand même vraiment des tout petits espaces, je dirais, de proposition de loi des députés, par exemple, ou des sénateurs. Est-ce qu'on ne paye pas le prix de ce parlementarisme ultra-rationalisé dans un contexte où finalement on a eu avec la dissolution un déplacement, on retrouve un vrai régime parlementaire, mais sans que chacun ne sache vraiment où est sa place, ni l'exécutif dans le processus de nomination du Premier ministre, ni les parlementaires eux-mêmes qui ont plus de pouvoir aujourd'hui qu'ils ne pouvaient en avoir dans un contexte où il y avait alignement entre le Premier ministre et le Président. Est-ce que est-ce que ça pose pas un problème un peu institutionnel? Chacun se cherche un peu en quelque sorte. Alors je pense que c'est vrai, et en même temps il faut le nuancer, c'est-à-dire que on a un désinvestissement des parlementaires, et donc il y a la vraie rupture, c'est pas 58, c'est même pas 59. La vraie rupture, c'est 62. En 62, le vieux personnel de la 4ème République est mis en grande partie dehors. Et on a les assemblées, les députés Godillot, etc. Et en fait, beaucoup plus que la marginalisation en tant que telle, c'est surtout les effets balais de la Ve République qui vont jouer. La Ve République, ce n'était pas le cas sous la 3e, avec le même mode de scrutin, instaure des ruptures très très fortes, avec des vagues majoritaires qui font qu'en réalité, les parlementaires viennent et partent, et ils viennent et partent par grosse masse. Je n'ai pas de culture parlementaire
qui survit en fait. Hein. Si vous prenez les parlementaires de la 4ème République, la plupart en fait étaient déjà parlementaires sur la 3e. Donc il y avait des jeux qui étaient des jeux de continuité. Ça c'est rompu vraiment à partir de 62, mais malgré tout, il y a encore des vieilles barbes. Il y a des Michel Debré, il y a des vieux barons de la SFIO et du PCF qui savent ce qu'est le parlementarisme et qui enseignent aux petits. La vraie rupture ces dernières années, il y en a eu d'autres, hein, mais moins nettes. La vraie rupture ces dernières années, ça a quand même été 2017. Les parlementaires que vous avez là, il y en a très très peu qui ont connu l'avant 2017. Et quand il y a le coup de balai de 2017, ils sont, je crois, une poignée, une vingtaine dans la majorité présidentielle qui ont connu les parlements précédents. Ce n'étaient pas les plus anciens qui plus est, ce n'étaient pas les mieux formés. Mais au moins, ils avaient connu l'époque Hollande. Et ceux-là, on les marginalise, on les met de côté. En fait, t'es un vieux con qui veut nous apprendre ce qu'était l'ancien monde. Nous sommes le nouveau monde. D'ailleurs, les administrateurs de l'Assemblée vont très très mal vivre cette époque. Et il va y avoir beaucoup de départs à la retraite anticipée. Parce que c'est un vrai moment de rupture. Le RN, pas de parlementaire avant. L'AFI, très peu. Et le seul qui avait une culture parlementaire dans cette affaire, c'était Mélenchon. Il n'y est plus. Même les socialistes et les LR, c'est souvent des nouveaux. Il y en a très peu qui datent d'avant 2017. Et donc il y a eu un vrai effet de rupture qu'on ne connaît pas au Sénat, par exemple. Au Sénat, on a encore la vieille culture parlementaire qui s'est affaiblie, c'est vrai, parce que fin du cumul des mandats, renouvellement, oui, c'est vrai. C'est plus tout à fait le Sénat d'il y a 10 ans, 20 ans. Les choses se sont perdues. Mais en gros, ça reste quand même. À l'Assemblée, la mémoire s'est perdue. Les seuls qui en sont les gardiens, c'est quelques vieilles barbes et les fonctionnaires parlementaires. Et ça crée de vrais sujets. Ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le régime des sanctions. Je veux dire, c'est pas un mauvais coup de Yael Braun-Pivet qui, dans son bureau, officine, etc., s'est dit « je vais purger l'Assemblée nationale. » C'est rigolo. Non, absolument pas. Enfin, je veux dire, elle est honnête quand elle fait ça. Je veux dire, il ne s'agit pas d'un grand complot. Elle est tout à fait honnête. Et elle pense simplement que la sanction, elle est là pour sanctionner un comportement moral. C'est inimaginable dans la culture parlementaire. Mais qui le lui a dit ? En fait, non. Puis ça ne choque pas non plus sur les autres bancs. Ça, c'est un problème, fondamentalement. Prenez des vieux parlementaires et vous disent « mais c'est quoi ce truc ?» Donc, on a vraiment une rupture générationnelle, pas au sens où ils sont plus jeunes, mais au sens où ils n'ont pas été formés. Même en 80, où il y a également un grand raz-de-marée, les députés socialistes, ils sont cadrés par des vieux députés socialistes qui parfois étaient partis avant, mais qui sont revenus. Et puis, le parti lui-même a gardé la mémoire des traditions parlementaires. Là, ça n'a pas été le cas. Nouveau parti, nouveau personnel politique, volonté qui plus est de rénover le monde, et donc absolument pas d'assumer un héritage. Et ça crée des trucs bizarrement dysfonctionnels, parce que quand on fait quelque chose pendant 200 ans, c'est souvent que ça marche mieux et qu'il y a des raisons. Disant ça, j'assume d'être fondamentalement conservateur. Alain ? Vous avez commencé à répondre à la question que je voulais... Enfin, une des questions que je voulais poser, parce que j'ai deux questions. La première, c'est dans l'élaboration du parlementarisme à la française, qu'est-ce qu'on a été chercher comme exemple de l'étranger ? Et la seconde, c'est... Enfin, et l'inverse, est-ce que le mode de fonctionnement français a inspiré d'autres pays? Alors, oui et oui. Sur ce qu'on a été chercher à l'étranger, la Révolution est intéressante parce que la Révolution parle beaucoup de l'Antiquité. D'ailleurs, pas tant de l'Antiquité grecque que de l'Antiquité romaine. Ils se réfèrent tous au débat du Sénat, c'est les anti-césaristes, Brutus, Cassius, etc. Mais finalement, la connaissance et la compréhension dans un monde qui, du point de vue du parlementarisme, était très différent du système romain est très très marginale, pour ne pas dire inexistante. Ce qui compte, c'est en effet le parlementarisme britannique.
Et là, il y a de vraies inspirations. Il y a de vraies inspirations, directes ou indirectes, mais souvent très directes. Mais quand même, avec une conception différente et une acculturation très très forte. Mais la place du président, etc., tout ça est quand même empreint d'une forme de remodulation du système britannique. De remodulation, mais avec des perspectives politiques divergentes et avec une conception de la représentation fondamentalement différente malgré tout. Et donc, le modèle français du parlementarisme, à la fois inspiré et très dissemblable du modèle britannique, en revanche, il va faire beaucoup de petits. On est le premier régime parlementaire qui se structure comme tel sur le continent. Alors, imparfaitement, de manière fragile, etc. Mais quand les Allemands, les Italiens vont vouloir penser un parlement, ils vont regarder ce qui se fait en France. D'ailleurs, on retrouve Chambre des députés, etc. en Italie. Il y a un vrai mimétisme institutionnel. Et ce mimétisme institutionnel, le modèle britannique est toujours resté très très à part. La France est vraiment le passeur en termes de régime parlementaire. Le modèle du régime présidentiel, ce sont les États-Unis. Les pays qui ont voulu mettre en place un régime présidentiel se sont beaucoup inspirés du système américain. Les régimes qui, directement ou indirectement, ont voulu mettre en place un régime parlementaire se sont d'abord inspirés de la France du XIXe siècle. Le modèle, c'est d'abord, on va dire, la monarchie de Juillet, et ensuite, c'est la Troisième République. C'est vraiment les deux grands modèles qui vont inspirer et irradier très très largement, avec ensuite des reprises en termes constitutionnels généraux et particulièrement en termes d'organisation des assemblées. Regardez aujourd'hui une assemblée parlementaire, vous allez à Rome, vous allez à Madrid, vous allez à Berlin, vous allez à Tokyo, vous n'êtes pas dépaysé. Ça fonctionne un peu à la manière française, beaucoup plus qu'à la manière américaine ou britannique. Donc là, cocorico, en effet, on a inspiré un certain nombre de choses et on fait partie en tout cas des responsables majeurs du parlementarisme moderne. Alors, la deuxième question que je voulais vous poser, elle est complètement différente. C'était l'évolution du poids de l'Assemblée par rapport au Sénat et réciproquement. Parce qu'on a presque toujours connu un bicamérisme. En fait, la question qui se pose, elle est double. Elle est à quoi sert une seconde chambre et comment est-ce qu'on la compose? Ces deux questions qui sont liées mais qui sont pas non plus strictement parallèles. La Révolution ne veut pas entendre parler de seconde chambre. Le peuple étant un, je ne peux pas le représenter deux fois. C'est la phrase de Sieyès, une seconde chambre qui reproduirait la première est inutile, une seconde chambre qui serait différente de la première est dangereuse. Surtout si c'est une chambre des pairs, effectivement. Alors oui, mais même le directoire qui est réputé créer le bicamérisme, c'est pas vraiment du bicamérisme. C'est la même assemblée dans deux formations différentes. J'élis des députés et les plus vieux, avec des critères de sagesse tout à fait évidents pour l'époque, c'est-à-dire qu'ils ont plus de 40 ans et ils sont mariés ou veufs, c'est moi de quelqu'un d'absolument pas sage, siègent ou peuvent siéger, parce qu'ils ne siègent pas tous, il y a un tirage au sort, à la Chambre des Anciens, et ceux qui sont l'imagination de la République, pour reprendre Boissy d'Anglas, qui sont plus jeunes ou qui sont plus libertins, ils siègent au Conseil des 500. Mais on les élit en même temps. C'est le même corps de députés. C'est la même assemblée dans deux formes différentes. On dépasse ça sous la Restauration parce qu'on reprend l'idée d'une société qui serait quand même une société qui, sans redevenir une société d'ordre, serait une société dans laquelle on pourrait avoir d'un côté une aristocratie et de l'autre une représentation, si ce n'est populaire, en tout cas une représentation qui serait fondée sur le suffrage. Et donc, j'ai une forme d'équilibre, mais avec un modèle qui reste sous la Restauration, un modèle législatif.
on a deux grandes modalités. Soit la seconde chambre est une seconde chambre législative, visant à améliorer la qualité de la loi et à servir de contrepoids et de modérateur vis-à-vis de la première, soit la seconde chambre est une institution de contrôle. Contrôle notamment constitutionnel, c'est le rôle des sénats impériaux. Le fait qu'on ait une seconde chambre législative, c'est quelque chose qui n'est pas évident au départ et s'impose de manière assez incidente sous la Troisième République. Étant donné, mais c'est un peu connu, mais c'est un gage donné aux monarchistes par les républicains pour dire, écoutez, si République il y a, la République sera conservatrice. Et le Sénat va être désigné de manière assez classique en réalité par les notables locaux pour que justement ce Sénat soit un pôle de conservatisme. Pas forcément de conservatisme uniquement social, mais de conservatisme des bases fondamentales du régime que sont censés incarner ces notables locaux. Donc on a une chambre qui est une chambre qui se veut et qui se pense comme une chambre de modération et une chambre qui se pense comme une chambre de stabilité. Ensuite, les rapports entre les deux, on a un bicamérisme égalitaire de fait sous la Troisième République, on a un vrai faux bicamérisme sous la Quatrième, et ce qui est intéressant sous la Cinquième, c'est que le bicamérisme est strictement égalitaire sous la Cinquième. Le Sénat et l'Assemblée ont le même rôle, les mêmes fonctions, les mêmes pouvoirs, sauf si le gouvernement en décide autrement. Souvent, et c'est pas toujours facile de faire comprendre aux journalistes, on vous dit « Non, mais en fait, l'Assemblée a le dernier mot ». L'Assemblée n'a pas le dernier mot. Le gouvernement donne le dernier mot à l'Assemblée. En d'autres termes, si mon gouvernement n'a pas de majorité à l'Assemblée, mais peut compter sur le soutien du Sénat, prenons ce qui peut se passer par exemple sur la réforme des retraites, la réforme de la réforme. Le RN ou la gauche fait passer sa proposition de loi. Youpi, la réforme des retraites est donc abolie. Non. Le texte arrive au Sénat. Le Sénat dit « Ah non, la réforme des retraites, on la garde » et refuse le texte. Le texte revient à l'Assemblée. Si le gouvernement ne donne pas le dernier mot à l'Assemblée, l'Assemblée peut le revoter, ça revient au Sénat, ping-pong continuel, c'est enterré. Au risque d'en déprimer certains, il n'y aura pas de réforme de la réforme des retraites sans l'aval de Michel Barnier. C'est pas possible. Tout bêtement parce que ça impliquerait qu'il donne le dernier mot à l'Assemblée contre le Sénat. Et donc le Sénat est l'allié officiel et l'allié clair du gouvernement, si jamais le gouvernement a maille à partir avec l'Assemblée. Si jamais le gouvernement a maille à partir avec le Sénat, à ce moment-là, c'est l'inverse. Il donne le dernier mot à l'Assemblée et il court-circuite le Sénat. Il n'y a que quand le Sénat et l'Assemblée sont d'accord pour se mettre d'accord contre, dans le dos du gouvernement, qui peuvent s'imposer au gouvernement, et encore historiquement, maintenant c'est plus le cas, on peut y avoir des réunions, mais les commissions mixtes paritaires qui permettaient de se mettre d'accord ne pouvaient être convoquées que par le gouvernement. Donc en plus, ils avaient du mal à se mettre d'accord. Maintenant, ça peut être convoqué par les présidents des deux chambres. Donc en fait, on a un bicamérisme équilibré qui ne peut être déséquilibré que si le gouvernement y a intérêt. Le bicamérisme sous la Ve République est un outil de rationalisation du parlementarisme. Le bicamérisme est une façon de consacrer, c'est voulu par Debré, est une façon de consacrer la domination du gouvernement. Donc on passe d'un bicamérisme égalitaire à un monocamérisme, à un quasi-monocamérisme, à un bicamérisme de rationalisation. C'est ça la vraie évolution. Et là on va le voir en plan parce que le principal allié de Michel Barnier aujourd'hui, c'est le Sénat. D'ailleurs, quand les Républicains, quand on leur dit « mais vous êtes très minoritaire, vous avez un poids qui est disproportionné par rapport à vos élus », ils répondent « oui, mais au Sénat, on est majoritaire ». Ce en quoi ils n'ont pas tort, hein. Le seul avantage de l'Assemblée nationale, c'est qu'elle peut voter une motion de censure. Mais tant que l'Assemblée ne vote pas de motion de censure, le Sénat a un pouvoir égal et peut faciliter clairement la vie de Michel Barnier. Le gouvernement qu'on a là, c'est un gouvernement Barnier-Larcher-Attal. C'est Attal qui a mis ses hommes, et Larcher a joué pour les Républicains. C'est pas un gouvernement proche de Wauquiez. Donc on voit là-dessus tout le poids aujourd'hui du Sénat.
Et je dis ça, nonobstant mon syndrome de Stockholm. Une question. Merci beaucoup, Benjamin. Merci à vous. Je crois savoir que vous préparez d'autres livres. Oui. Ce qui nous vaudra le plaisir de vous recevoir à nouveau. Ce sera avec si grand vous plaisir. acceptez notre invitation. Ce sera toujours avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous.